Bienvenue au Prix du livre de la ville de Lausanne. Ce podcast est proposé par le service des bibliothèques et archives. Nous accueillons Philippe Lamont. Son roman Le match du siècle, paru aux éditions Cousu Mouche, est en lice pour la 12e édition. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour évoquer votre roman, Le match du siècle, que vous voyez juste ici, qui a été publié aux éditions Cousu Mouche ce printemps. Avant d'entrer dans le cœur du livre, quelques mots sur vous. Philippe Lamont, vous êtes valaisan d'origine. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite délégation valaisanne dans nos murs ce matin. Merci de vous être déplacé. Vous quittez votre ville natale, Sion, pour venir étudier à l'Université de Lausanne où vous étudiez les sciences politiques. Actuellement, à côté de votre activité d'écrivain, vous travaillez à l'EPFL et je crois que vous êtes passionné de littérature depuis tout jeune et que vous écrivez depuis longtemps. C'est juste, cette envie d'écrire, elle est présente depuis longtemps? Présent depuis longtemps, oui. Après, c'est plutôt vers la fin de la vingtaine, début de la trentaine que je me suis vraiment mis en faisant des concours de nouvelles. J'ai commencé un peu par là. J'en ai gagné quelques-unes et donc ça m'a donné confiance pour aller plus loin. Ouais. Donc ce roman dont nous allons parler aujourd'hui est votre quatrième roman. Vous en avez publié trois autres, Comment j'ai vengé ma ville, Baba au Rhum et Le Casting, tous publiés aux éditions Cousu Mouche. Vous êtes un auteur fidèle. Ouais, bah, j'ai trouvé des éditeurs qui sont passionnés, qui sont une petite équipe extraordinaire. Donc je ne suis pas un numéro dans leur structure. On est une bande de potes et c'est vraiment agréable de travailler dans ces conditions. Donc je serai fidèle encore quelques temps. Nous les saluons au passage. Vous avez, comme vous le disiez, hein, aussi écrit des nouvelles, participé à des ouvrages collectifs. Actuellement, quelle place occupe l'écriture? Vous écrivez tous les jours? Alors, actuellement, je me suis remis dans un projet, mais je ne suis pas un graphomane insomniaque comme je connais des collègues d'auteurs. Moi, c'est plutôt des périodes. Donc, il y a des périodes où je fais rien, où je me ressource, où je lis beaucoup, où j'observe, où je prends des notes. Et puis, il y a des périodes comme maintenant où je suis dans un projet. Et là, le tunnel d'écriture va se prolonger quelques mois, là, ouais, je pense. Donc un projet de roman. Oui, oui, je suis dans un roman, ouais, chapitre 4. On se réjouit de découvrir le prochain roman. En attendant, restons sur celui-ci, donc le match du siècle. Dans ce roman, il y a un héros, Gilles Gagné, qui est un tennisman professionnel. Il a presque 30 ans. Il est classé 470e place environ au classement mondial de l'ATP. Et Gilles Gagné a un rêve, il veut être dans le top 20 et il s'en donne plus ou moins les moyens. À travers ces aventures, on va traverser de nombreuses thématiques dans cet entretien et notamment les coulisses du sport de haut niveau. Alors, pour commencer, pourquoi avoir choisi d'en faire un tennisman? J'imagine que vous avez une affinité particulière avec le tennis? Bon, moi, je viens d'une famille de sportifs. Donc, quand on était petit, il y avait la télé allumée tout le temps sur Eurosport ou sur les chaînes sportives. Donc, ça a quand même baigné pas mal mon imaginaire. Et ça faisait un petit moment que je voulais écrire sur le sport en général. J'ai écrit un ou deux textes voilà, là-dessus. Et je trouve que le sport est un matériau romanesque assez incroyable avec plein de rebondissements, avec des scénarios assez shakespeariens. Et je trouvais que c'était assez intéressant d'utiliser ce matériau-là pour mon roman. Ouais. Et vous-même, vous pratiquez le tennis ou vous l'avez pratiqué? Ouais, ouais, je l'ai pratiqué avec mes potes valaisans, notamment quand j'étais petit. On avait un terrain de tennis à la cour d'école là, à Sion et on avait construit un terrain de fortune avec deux bouts de bâton qui faisaient un filet. Donc ça m'a peut-être inspiré aussi pour ce roman parce que mon héros joue dans des conditions parfois assez calamiteuses. Effectivement, on en parlera. Au-delà de jouer effectivement dans des conditions un peu, un peu calamiteuses, votre héros est aussi un fin connaisseur de l'histoire du tennis, hein. De nombreuses anecdotes égrènent votre roman sur l'histoire tennistique. Est-ce que toutes les anecdotes citées sont vraies, hein, j'imagine? Ouais, ouais, alors là, c'est factuel. Là, j'ai fait un bon travail de documentation. Mais moi, je suis plus ou moins passionné de sport et tout ça. Donc, disons, c'était un plaisir de lire des biographies de McEnroe, de Federer, de Borg et tout ça. Donc, je me suis fait plaisir aussi. Ouais. Et tous les matchs que vous mentionnez, vous les avez vus? Non, pas tous, parce que bon, j'étais trop petit. Par exemple, la Wimbledon en 1980, Borg, McEnroe, voilà, j'étais un peu trop jeune. Mais par contre, j'en ai vu beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et quelques images, j'imagine, sur YouTube des plus belles, C'est des ça. plus beaux matchs. Euh, donc,
À travers ce roman, vous revenez aussi sur la carrière de plusieurs de ces sportifs, de ces tennisman très connus. Vous avez cité McEnroe, voilà, il y a aussi Agassi, Federer, bien sûr. La plupart, enfin certains en tout cas, n'ont pas eu une vie linéaire, hein, et des hauts et des bas, comme on peut dire. Certains avaient une vie même assez débauchée. Est-ce qu'il y a dans toutes vos recherches un joueur en particulier qui vous a marqué par son parcours? Oui, alors la biographie d'Agassi m'a vraiment marqué. Je trouve que c'est vraiment un livre très littéraire. Je trouve qu'il y a une histoire quand même assez incroyable derrière tout ça. Donc il y a le père qui était immigré iranien qui voulait réaliser le rêve américain via son fils. Donc c'est une enfance pas très rose. Donc ouais, avec plein de rebondissements, et ouais, on est presque dans du Zola, quoi. Donc et voilà. Et je me souviens aussi, c'est un personnage fantasque quand il était arrivé. Il a révolutionné aussi un peu le tennis. Et ouais, je pense que c'est le personnage qui m'a le plus marqué de tous les joueurs, je pense. Vous auriez voulu jouer contre Agassi? Non, non. Bon, il y a cette anecdote qui est incroyable. C'était et ça, je me souviens quand il jouait sa finale, sa première finale de Roland Garros, c'est qu'il avait sa coupe mulet, qui était une perruque, mais personne ne savait que c'était une perruque. Et dans sa biographie, il dit, mais moi, ma plus grande crainte, c'était que je perde ma perruque au milieu du match devant des millions de téléspectateurs. C'était pas de perdre le match finalement, et il l'a perdu alors que le mec en face était moins fort. Mais il l'a perdu parce que il avait cette crainte. Donc, Ouais, il y a le des trucs mental. absolument incroyables derrière justement. Et les coulisses du tennis sont incroyables. Les coulisses du sport en général regorgent d'anecdotes et d'histoires incroyables et savoureuses. Donc il y en aurait plein d'autres que vous auriez pu mettre dans le livre et qui n'y sont pas. Oui, oui, non, mais j'ai mis les histoires les plus croustillantes et voilà. Ouais. Et on y prend plaisir. Revenons un petit peu à ce roman et au parcours de Gilles Gagné, votre héros. Ce serait très volontiers si vous pouviez nous lire un premier passage pour un tout petit peu faire connaissance avec lui. On est au tout début du roman, dès la page 29. Merci. On sonne à la... Pardon. On sonne à la porte. Gilles soupire tandis que sa mère va ouvrir. Il vient de lire sur son portable qu'un média online a titré Encore perdu pour gagner. Con de journaliste sportif. 12 ans qu'il est sur le circuit et il se repèse toujours de jeux de mots faciles sur son nom. De gagner le mal nommé à Gilles ne sait plus gagner. Il en a subi des titres pourris. Il imagine les plumitifs en salle de rédaction ricaner bêtement en partageant leurs trouvailles. Pas un cadeau de s'appeler gagner quand tu es un sportif d'élite, surtout si tu perds souvent. Au début, ces plaisanteries le rendaient dingue. Il n'est pourtant pas le premier sportif avec un nom difficile à porter. Certains s'en sont bien sortis. Le Français David Douillet a été champion olympique de judo. Le Canadien Pierre Plouffe, champion du monde de ski nautique. Gilles a appris par le net qu'un nom en relation avec son métier se nommait aptonyme. Celui qui se rapproche le plus de son cas au rayon des noms prédestinés lourds à porter, c'est l'ancien tennisman français Thierry Champion. Un joueur de terre battue, coriace en défense et redoutable en contre, comme Gilles. La différence est que Champion a eu une carrière digne d'éloge. 2 fois quart de finaliste en Grand Chelem, ça en impose. Pourtant, la cruelle histoire du sport n'a retenu de lui que sa défaite 6-0, 6-0, 6-0 en une petite heure contre Sergi Bruguera sur le court central de Roland-Garros en 1993. La plus grande fessée de l'histoire du tennis. Et le type s'appelait Champion. Son frère Julien fait son entrée avec sa femme et son fils âgé de tout juste 1 année. Leur mère les a invités pour un repas avec son compagnon Franck. Julien a été généreux avec sa mère. Une blouse bleu nuit Claudie Pierlot, un foulard assorti et un parfum. Tout ça avec un bouquet d'œillets roses. Le petit sachet de baklava que Gilles a acheté à l'aéroport de Hammamet fait pas le figure. Son frère a offert un cadeau environ 30 fois plus cher que le sien. Pour Gilles, c'est une humiliation. À 10 ans, il avait promis de réaliser le rêve de sa mère en lui offrant une maison aux Caraïbes quand il serait numéro 1. Elle en avait pleuré.
20 ans plus tard, il stagne à la 400e place mondiale et la maison aux Caraïbes est autant d'actualité que la paix dans le monde. Julien a 2 ans de plus que Gilles. Il travaille dans une assurance et a aussi pratiqué le tennis dans sa jeunesse. Moins doué, il a vécu dans l'ombre de son champion de frère qui a accaparé l'attention parentale. Leur père n'a pas hésité à tout sacrifier le jour où un entraîneur lui a confié que Gilles avait de l'or dans le bras gauche. C'était l'année où Roger Federer remportait son premier tournoi ATP. La vie des gagnés s'organise alors autour de ce grand projet familial. Le temps libre est consacré au tennis. Les week-ends, on accompagne Gilles aux 4 coins de la Suisse et à l'étranger. L'investissement est conséquent, mais la réussite de Federer légitime tous les sacrifices. Si le petit gars de Bâle est parvenu au sommet, pourquoi pas Gilles? On suit les matchs de Roger à la télé dans une douce euphorie. C'est l'époque où il enquille les victoires comme d'autres des pintes de Guinness. Ses adversaires principaux, Roddick, Safin, Hewitt, sont réduits à d'honnêtes joueurs du dimanche. Gilles vit ces moments avec passion. Les succès de son idole sont les siens. Il pleure de joie après chacun de ses exploits. Il pleure de rage après ses rares échecs. Un jour, il fissure l'écran de la télé familiale en jetant son verre sur Nadal après une défaite de son héros et promet de le venger. Gilles essaye de copier les coups de Federer. Problème, le génie n'est pas reproductible. Il se rend assez vite compte qu'il n'aura jamais l'aisance aérienne du Balois sur un court. Stan Wawrinka est un modèle plus accessible. Wawrinka, c'est la victoire de la ténacité. Gilles peut davantage s'identifier à ce joueur, d'autant qu'il est vaudois comme lui. Les gagnés ne roulent pas sur l'or. Français établi en Suisse à la fin des années 80, le père est représenté en article de sport. La mère ne travaille pas. Ils doivent se saigner pour que Gilles puisse réaliser son rêve. Les fins de mois sont difficiles. Des emprunts bancaires sont nécessaires. La mère s'en inquiète. Têtu, le père la persuade que l'investissement sera rentable un jour. Dès que le garçon confirmera les espoirs mis en lui, ils seront remboursés au centuple. Il prend en exemple les sœurs Williams, qui ont grandi dans un quartier pauvre de Los Angeles. Leur père avait la foi. Tout est question de foi. Et lui a une foi inébranlable en son fils. Le petit réussira. Merci beaucoup, Philippe Lamont. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Alors, ce passage nous permet de faire connaissance un petit peu avec Gilles. On traverse déjà quelques traits de ses caractères, mais aussi faire connaissance avec sa famille. Ça m'intéressait de rester un petit peu sur cette thématique de la famille et à quel point, quand on veut avoir un enfant qui devient un sportif d'élite, ça demande énormément de sacrifices. C'est plus simple quand on est riche. Oui, en effet. Puis bon, le tennis est un sport, disons, de riches. Il faut avoir quelques moyens pour le faire. Et effectivement, c'est une problématique. Plus je me suis documenté, plus je m'apercevais que il y avait souvent des drames familiales autour de ça. Donc, il y a souvent ça part souvent d'une frustration d'un parent qui n'a pas réalisé son rêve et qui veut essayer de le réaliser par l'intermédiaire de son fils ou de sa fille. Donc, il y a souvent des choses assez difficiles derrière un succès. Les parents, comme vous citez d'ailleurs plusieurs exemples, hein, vous avez évoqué Agassi avant, qui avait justement son père qui mettait tous ses espoirs, ou les sœurs Williams aussi. Donc le sport, ça peut aussi être parfois un ascendant social. Oui, tout à fait. Alors, pour Agassi, c'était effectivement une forme de revanche sociale. Les sœurs Williams également. Martina Hingis, elle avait aussi une maman, voilà, qui est issue de l'immigration et qui a tout misé sur sa fille. Et Hingis, elle était déjà incroyable à 3 ans, raquette en main. Enfin, Et ça, c'est tous les gens dont on a entendu parler. Et après, il y a tous ces joueurs dont on n'a pas entendu parler et dont les parents aussi se sont aussi saignés un peu à blanc. Oui, alors ça, c'est effectivement ce que je décris plutôt dans mon livre. Ça m'intéressait de voir les dessous, les derrière plutôt de l'envers du décor et effectivement toutes ces stars qui ne percent pas. Et il y en a beaucoup, hein, il y en a énormément. Voilà, les galères que traversent un peu les smicards du tennis qu'on voit passer parfois dans les journaux. Les journaux font parfois des reportages là-dessus. Et il y en a beaucoup. Et effectivement, Federer, c'est la pointe de l'iceberg, mais tout le monde ne peut pas devenir Federer, sinon ça se saurait.
Mais à partir de la combienième place mondiale, est-ce qu'on peut vivre de son sport quand Ah, on est joueur de tennis à peu près? alors, bah, les 100 meilleurs vivent, les 50 meilleurs vivent très bien, les 10 meilleurs sont ultra riches, voilà. On des Mais mamans avec des maisons aux Caraïbes. ouais, mais c'est une structure très pyramidale et inégalitaire de revenus. C'est vrai que Gilles Gagné, il est 378e à la TP, mon anti-héros là, et 378e joueur de tennis dans le monde, c'est incroyable. Il y a des millions de gens millions de sportifs qui jouent au tennis, et c'est déjà incroyable. S'il avait choisi le foot, il était 378e au foot, il roulerait en Lamborghini avec, voilà, et il serait en équipe de Suisse. Mais c'est vrai que le tennis, pour ça, c'est une galère. Alors justement, Gilles Gagné donc a 30 ans, il est 400e mondial et il n'a pas d'argent. Et au début du roman, il lance une opération qu'il va appeler le Golden Month. Il fait en fait une opération de crowdfunding, de recherche de financement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment vu passer? Est-ce que ça existe des sportifs qui font ce genre de campagne de financement? Ah oui, de plus en plus, ouais. J'en ai vu sur Internet et je me suis inspiré effectivement de ça. Ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, donc même beaucoup de sportifs le font. C'est difficile d'avoir des sponsors quand on est effectivement 400e mondial. C'est clair on voit passer Federer qui a une liste de sponsors et qui gagne encore presque 100 millions par année juste grâce aux sponsors, Sans jouer? sans jouer, donc c'est assez incroyable. Mais Gilles Gagné, lui, a un peu moins de sponsors. Il a son oncle Gagné Échafaudage, enfin, il a son entreprise, l'entreprise de son oncle qui le suit fidèlement, mais malheureusement, ça ne suffit pas à boucler les fins de mois. Alors, c'est vrai qu'on rigole, mais moi, je suis quand même admiratif parce que finalement, c'est des gens qui essaient de réaliser leurs rêves d'enfant. Et ça, c'est méritoire et ça, c'est admirable. Après, parfois, le rêve a un prix exorbitant et dans mon livre, je le démontre, quoi. C'est aussi quelque chose que vous aviez envie de dénoncer, entre guillemets. Enfin, dénoncer, c'est peut-être un peu fort, mais Pas dénoncer, mais montrer qu'effectivement, parfois, les rêves ont un prix assez élevé, quoi. Et, alors, on oscille, avec Gilles Gagné, on oscille entre le pathétique, le tragicomique, peut-être, parce que finalement, c'est pas très drôle son quotidien, mais bah voilà, moi, dans tous mes romans, faut le dire, c'est assez jubilatoire de faire prendre des pots de banane au personnage. Et là, je me suis pas privé de faire prendre des pots de banane à Gilles Gagné, comme dans mes autres romans. Et ça, c'est assez libérateur, parce que dans la vraie vie, c'est difficile de le faire. et donc, il a besoin d'argent aussi pour aller, pour se déplacer, tout simplement pour aller faire des matchs, tout simplement pour essayer de les gagner, pour augmenter son classement. Et là, vous nous décrivez alors une réalité donc, qu'on ne voit en fait jamais à la télé ou très rarement. Ce sont vraiment ces tournois de deuxième, enfin voire troisième zone. Il va par exemple en Tunisie où effectivement le terrain semble complètement détruit, mais il doit à chaque fois trouver des sous pour se déplacer, pour se loger. Il n'a pas de coach. C'est une réalité. Beaucoup de joueurs dans ces niveaux-là doivent vraiment, enfin, galèrent. Ils vont même ramasser leurs balles, ce genre de choses. Ah oui, oui, tout à fait. Non, non, moi, j'ai lu des histoires assez folles, effectivement. Donc, oui, il y a une sorte de misère économique pour moi, c'est un peu des gladiateurs modernes, hein, les joueurs de tennis. C'est que voilà, il y a du pain, des jeux, donc on leur demande du spectacle, mais c'est vrai que parfois les conditions pour le faire, c'est compliqué et parfois ils jouent leur vie sur un match. Moi, j'avais assisté à un premier tour de Roland-Garros entre un Espagnol et un Portugais qui étaient mal classés, mais qui ont failli en venir aux mains à la fin. C'était vraiment très tendu parce qu'ils savaient que en gagnant ce match, ça finançait leur saison sur un match. Donc c'est des galères pas possibles et voilà. Moi ça m'a intéressé effectivement de gratter derrière le rêve. Voilà, on a Federer en tête, mais derrière tout ça c'est moins rose et ça m'intéressait aussi d'écrire ce milieu-là. Et une autre réalité que vous nous proposez dans ce roman concerne les matchs truqués, les paris sportifs. C'est vrai qu'on a toujours un peu cette impression que le tennis est un sport entre guillemets propre. En fait, c'est pas le cas. Bah, actuellement, effectivement, les paris sportifs, c'est un des plus grands fléaux dans le sport moderne. Donc, j'ai encore lu, pas plus tard qu'hier, un tennisman français qui a été suspendu pendant 20 ans. Donc il a, donc il a 25 ans, ben voilà, il pourra jouer à Roland-Garros peut-être à 45 ans dans les vétérans. Mais ouais, c'est lourd. Donc, et on ne peut pas vraiment les blâmer. Enfin, oui, on peut les blâmer. Mais d'un autre côté, un tennisman, quand on lui propose, je ne sais pas, 5 000 € pour se coucher, pour perdre son match exprès,
5 000 euros, pour lui, c'est voilà, c'est énorme. C'est beaucoup plus que ce qu'il gagne pour pour un gagner. match de troisième zone. Donc voilà, on peut comprendre. Hein, les sportifs, c'est aussi ils sont humains et puis voilà, ils peuvent aussi avoir des voilà. Mais est-ce que ça se passe justement plutôt dans ces tournois, dans ce bas du classement? Mais vous pensez que ça se passe aussi, enfin, les paris, j'imagine, ça se passe aussi sur les grands matchs. Non, non, alors les parieurs se font beaucoup plus d'argent sur les matchs de deuxième, troisième zone parce qu'il y a plus d'argent à se faire et les sportifs sont beaucoup plus corruptibles à ce niveau. Mhm. Donc Federer va pas se coucher pour 5 000 euros. Non, ça, c'est clair. Et la conséquence aussi de ces paris sportifs, pour les sportifs et les sportives eux-mêmes, elles-mêmes, ce sont les menaces sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est une réalité. Ça a l'air d'être assez compliqué quand même quand on, quand on se fait menacer ou parce qu'on a perdu ou parce qu'on a gagné et parce que du coup, le parieur a perdu de l'argent. C'est aussi, est-ce que il y a une sorte de MeToo? Enfin, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est de plus en plus connu? Ouais, il y avait une sorte d'omerta pendant longtemps et maintenant il y a effectivement des sportifs qui se font harceler, qui sont fait harceler sur les réseaux sociaux par des parieurs frustrés qui publient les insultes sur leur page Facebook, Instagram, etc. Et ce qui est très bien parce que du coup ça a fait sortir un petit peu la problématique. Et c'est vrai que c'est horrible, c'est une double peine parce que voilà, moi je décris mon brave Gilles Gagné là, qui gagne pas grand-chose et qui se fait encore harceler Mhm. le soir quand il allume son téléphone, il voit qu'il y a des parieurs polonais ou tchèques qui le menacent de mort. Mhm. Alors voilà, il fait son job, il fait ce qu'il peut. Donc c'est une horreur. Non, effectivement, faut le dénoncer. Et heureusement, ça sort. Heureusement, maintenant, il y a des sanctions. Mais pendant longtemps, les fédérations et les instances dirigeantes ne bougeaient pas parce On va fermer que un peu les yeux. bah, voilà, c'est aussi ça qui fait tourner le business. Et les paris sportifs génèrent des milliards chaque année dans le sport. Donc voilà. Mais heureusement, maintenant, voilà, et ça sort un peu, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées. Ouais. Alors effectivement, notre héros Gilles Gagné, il est assez omnubilé quand même par les réseaux sociaux. Alors d'une part, il a sa campagne de crowdfunding, donc il va communiquer à sa petite communauté ses joies, ses peines, voilà, ses états d'âme. On va entendre de ces posts qui vont être lus dès la page 63. C'est pour donner un petit exemple. Grosse victoire contre le génial Benoît Paire et le fils de la légende Björn Borg. Je suis dans la forme de ma vie. Mon partenaire de double, Lucas, dit que je joue en ce moment comme un joueur du top 10. Il se passe un truc en Pologne. Je n'avais jamais ressenti ça avant. C'est difficile à expliquer, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir perdre. Je suis dans la zone, comme Federer à la grande époque. J'ai l'impression d'être un chevalier Jedi qui met la balle où il veut grâce à la force. C'est un sentiment extraordinaire. Le succès tient à peu de choses. J'ai changé quelques détails dans ma tenue et dans ma préparation et le déclic que j'attendais depuis des années s'est produit. La machine gagnée est lancée. Au prochain tour, je joue un Roumain largement à ma portée. Ça devrait le faire facile. Je sens que je peux aller au bout du tournoi et empocher les 80 points ATP et les 6 190 € de primes qui peuvent prolonger le rêve. Le Golden Month tient ses promesses, les amis. Si vous croyez en moi, merci de faire gonfler la cagnotte. Allez, Gilles, allez, Hashtag. pardon, hashtag Gilles Gagné, hashtag Golden Month, hashtag Remontada, hashtag Objectif Top 20, hashtag Never Give Up, hashtag Rien Lâcher, hashtag Crowdfunding, hashtag Tous Ensemble, hashtag On y croit, hashtag Gagner échafaudage. Horrible défaite en Pologne contre le Roumain Georgescu. Je suis dévasté. Le type a simulé une blessure, le piège classique. En fait, il courait comme une gazelle sur chaque balle. Je me suis fait avoir. C'est le tennis. Je ne cherche pas d'excuses, mais ça fait mal. Après mon beau début de tournoi, mes objectifs étaient élevés. Tant pis, je me relèverai. On ne juge pas un homme sur le nombre de fois où il tombe,
mais sur le nombre de fois où il se relève. Le camping-car de Lucas a rendu l'âme près de la frontière tchèque. Je vais rejoindre l'Allemagne en stop pour mon dernier tournoi du mois. J'espère que ce ne sera pas le dernier de ma carrière. La cagnotte arrive à échéance dans 10 jours. Je remercie tous ceux qui ont contribué. Vous avez cru en moi et ça me touche. Hélas, la somme est pour le moment loin d'être suffisante. C'est rageant, car je sens que j'en ai encore sous la semelle. Il s'est passé quelque chose en Pologne, une expérience quasi mystique. Je me suis senti un autre joueur. Si le Roumain ne m'avait pas entourloupé, je suis sûr que j'aurais gagné le match, le tournoi. Je regrette d'avoir traité l'arbitre de clown. Mon caractère entier m'a encore joué des tours. Mais on ne peut pas brider sa personnalité. Moi, je ne peux pas la fermer quand je suis victime d'injustice. C'est comme ça. Et je ne vais pas saluer mon adversaire avec un sourire hypocrite, comme la grande majorité des joueurs si je n'aime pas le gars en face. La fédération m'a sanctionné il y a quelques années parce que j'ai montré mes fesses à un arbitre. Depuis, je suis le mouton noir. Je ne reçois plus un sou d'eux. On ne m'invite plus au tournoi suisse alors que je suis dans les meilleurs. Juste parce que je ne rentre pas dans leur cadre suisse-allemand rigide. Pour être un champion adulé dans ce pays, il faut être poli et ennuyeux. Moi, j'ai besoin de montrer mes émotions. Je crois que je me suis trompé d'époque. J'aurais été plus à l'aise avec les McEnroe, Nastase et Connors. Eux, c'était le Far West. S'ils ne s'aimaient pas, ils le faisaient savoir. C'était plus sain. Et ils ne se nourrissaient pas de graines de quinoa. Ils savaient faire la fête. Aujourd'hui, les joueurs sont aussi charismatiques que des endives. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre pour ne pas froisser les sponsors. On se prend une amende si on éternue. On ne peut même plus casser une raquette tranquillement. Sans toutes ces règles idiotes, je serais bien mieux classé. Les spectateurs aiment voir des joueurs avec de vraies personnalités. C'est pour ça que Nick Kyrgios remplit les stades. C'est pour ça que je pense aussi avoir ma place sur le circuit. Je suis optimiste de nature. En Pologne, j'ai grappillé 13 places au classement ATP. Je vais tout donner en Allemagne. Mon objectif est simple, la victoire finale ou rien. Ça prouvera que ma cagnotte n'est pas une fuite en avant comme certaines mauvaises langues ont laissé entendre. Si je gagne là-bas, le Golden Month sera sauvé. J'espère pouvoir vous donner de meilleures nouvelles lors de mon prochain post. Sportivement, Gilles, hashtag allez, hashtag Gilles Gagné, hashtag Golden Month, hashtag Remontada, hashtag Objectif Top 20, hashtag Never Give Up, hashtag Rien Lâcher, hashtag Crowdfunding, hashtag Tous Ensemble, hashtag On y croit et hashtag Gagner échafaudage. Merci beaucoup Philippe Lamont, qu'on peut applaudir. À travers ces deux posts, ça nous donne quelques indications sur le caractère et la personnalité de notre anti-héros. Il est assez terrible quand même, parce que quand il gagne, c'est évidemment grâce à lui, et quand il perd, c'est souvent grâce à autre chose ou à cause d'autre chose. Est-ce qu'il vous énerve au bout d'un moment, votre héros? Est-ce que vous l'aimez? Enfin, comment vous avez vécu avec lui? Ça, c'est une très bonne question qu'on pose aux romanciers. Ouais, bah, j'ai dû faire quand même une cohabitation pendant 2 ans avec ce personnage. Donc, non, écoutez, au début, c'est vrai que le lecteur, bah, je ne sais pas, ceux qui ont lu le livre pourront peut-être le témoigner. J'avais envie qu'effectivement, au début, le lecteur a envie de le gifler, quoi. Parce que le secouer, de lui dire, ouais, bah voilà, il y a ta famille, tu as sacrifié ta famille, ta copine t'a quitté, tu dois des dettes au monde entier. Enfin, à un moment, il faut tirer les conséquences. C'est peut-être pas assez bon pour être Federer. Voilà, mon rêve est de devenir Federer. Non, tu peux pas. En gros, c'est ça. Mais voilà, il croit en ses rêves. Et puis, ce que j'avais envie, c'était que le lecteur, à la fin, s'attache à ce personnage. J'ai envie que sa quête, disons, impossible, mais voilà, réussisse. Alors, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Je ne dirais pas que Gagné est devenu Federer et milliardaire. Mais disons, c'était un peu ça l'objectif. C'était qu'au début, voilà. Moi, je suis un grand fan des films de Francis Weber, avec Pierre Richard, les Pignons. Les Pignons ont envie de les gifler au début, hein. Ouais. Villeray dans le Dîner de con. Et à la fin, on s'attache. Et c'est un peu le même mécanisme, c'est que j'avais envie de faire ça, un peu ça.
Notre anti-héros, Gilles, comme beaucoup d'ailleurs d'autres tennisman, est très superstitieux. Je vous cite. Comme beaucoup de sportifs, il a des rituels dans les vestiaires pour mieux entrer dans sa petite bulle de compétition. Avant chaque match, il fredonne la comptine Le bon roi d'Agobert que lui chantait sa mère jadis pour l'endormir. Puis il enfile sa chaussure gauche avant la droite, lace sa chaussure droite avant la gauche et embrasse 12 fois sa raquette. C'est son chiffre porte-bonheur. Il est né le 12 mars. Il sait qu'il perdra si tout n'est pas scrupuleusement exécuté ainsi. C'est à la page 19. Et il a aussi une peluche qu'il appelle Bjorn et qu'il emmène sur son, sur son terrain, sur le match. Alors, vous citez beaucoup d'autres exemples. C'est vraiment important, les rituels, pour les sportifs d'élite. Vous avez dû en découvrir beaucoup. Oui, oui, non, c'est incroyable. Pour rentrer dans leur bulle et pour la concentration, ils ont des rituels parfois, effectivement, hein, là je caricature à peine, mais quand j'ai lu dans les bios de sportifs, que ce soit Borg, c'était un des pires, Par exemple. était hyper superstitieux. Borg, par exemple, bah, sa mère qui venait, elle devait chaque fois mâcher du chewing-gum. Il y a une anecdote assez folle que j'ai découverte en préparant, enfin, pendant cette préparation de livre. C'est qu'en demi-finale d'un Wimbledon, il est à quelques points de la victoire et sa mère crache le chewing-gum. Donc il a des balles de match. Il se fait remonter. Et il lance un regard à sa mère et la mère reprend le chewing-gum, remâche le chewing-gum et il gagne le match. Donc là on est plus dans une sorte de névrose, dans des tocs assez fous, quoi. Superstitieux. Vous vous souvenez de Nadal qui a aligné ses bouteilles, qui ne marchait pas sur les lignes. Donc en fait, voilà, ça leur permet d'entrer dans leur bulle. Mais quand on est spectateur comme moi, comme vous, ouais, on se dit, OK, ils sont cinglés, quoi. Un autre trait de caractère de Gilles qui est aussi emprunté à d'autres nombreux joueurs de tennis, c'est le côté colérique, on l'a entendu dans les extraits. Alors il casse souvent des raquettes, il insulte les arbitres, il insulte ses adversaires. Alors là aussi, comme je le disais, c'est pas le seul. Quel joueur de tennis a cassé le plus de raquettes dans sa carrière? Ah, ça, c'est Marat Safin, un joueur que j'adorais, qui était de la génération de Federer, mais qui a arrêté bien plus tôt, qui était un Russe fou, qui a quand même été numéro 1 malgré tout. Mais il a cassé plus de 1000 raquettes dans sa carrière sur 600 matchs. Donc, il a une moyenne de 1,5 raquettes pétées par match, ce qui est incroyable. Après, maintenant, il y a Kyrgios, il y a des joueurs comme ça des joueurs assez sanguins. Donc, bon, maintenant, ils sont pas mal sanctionnés, mais à l'époque, ils pouvaient. McEnroe, on a cassé des centaines, mais il recevait peut-être un petit avertissement, même pas à l'époque. Mais maintenant, c'est beaucoup plus policé, plus réglementé. C'est un peu malheureux pour le spectateur. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ils reçoivent des amendes. On entend dans le livre, ils ont des amendes parfois s'ils insultent l'arbitre notamment. Est-ce que vous avez essayé de casser une raquette? Non, mais par contre, mon éditeur, pour la couverture, comme il y a une raquette cassée en premier plan, donc ils ont fait la photo de la couverture Moi, j'avais demandé, quand on m'a demandé ce que j'avais en tête pour la couverture, j'ai pensé à un Kurt pourri avec une raquette cassée. Et donc, ils ont trouvé le Kurt pourri à Genève. Mon éditeur a acheté une raquette à Emmaüs. Et puis il l'a cassé. Alors il a dit que c'était extrêmement difficile. Ah ouais. Quand on les voit à la télé, bon, ils sont poussés par une rage folle, il la casse direct. Ouais, puis Mais il y en a des fait, raquettes de bonne qualité. voilà, exactement. Et lui finalement, il a dû finir à taper sur un poteau pour péter la raquette qui est là. Donc c'est pas si facile que ça de casser une raquette. À tester chez vous sans les enfants. L'importance du mental, bien sûr, dans le sport, je ne vous apprends rien. Mais effectivement, un des gros problèmes quand même de Gilles, c'est pas qu'il gagne jamais, mais c'est qu'il a quand même de la peine à conclure ses victoires. Il a la peine à achever la bête, comme il le dit. Pourquoi il se laisse comme ça déstabiliser, votre héros? En fait, le tennis, on dit, hein, techniquement, ils se valent à peu près tous, quoi. La différence, c'est le mental. Et Gilles Gagné, malheureusement, il n'a pas un mental de tueur. Donc, il a essayé de développer ce mental de tueur, mais c'est compliqué. Federer a réussi, par exemple. Hein. Federer, au début de sa carrière, il cassait beaucoup de raquettes, était très instable émotionnellement. Il a fait un travail avec des psys et ça a payé. Et il a cassé que 5 raquettes dans toute sa carrière, mais c'était plutôt au début de sa carrière.
Et Gilles Gagné a essayé, mais malheureusement, non, le mental est toujours défaillant. Et malheureusement, au tennis, la différence se fait au mental. Et non, il n'a pas un mental de tueur, mon brave. Ouais, c'est clair. Et justement, vous parliez de Federer parce que je trouvais quand même que c'était intéressant aussi cet aspect-là. Quand on est en Suisse et qu'on connaît, voilà, on connaît Federer et quand on est jeune joueur de tennis et que dans cette génération où voilà, Federer était là juste avant, Wawrinka aussi, finalement, d'un côté, ça inspire les jeunes, mais d'un autre côté, ça les dessert un peu, non? C'est exactement ça. Malheureusement, Gilles Gagné, lui, il est dans la génération un peu maudite. Parce que, effectivement, il y a des figures tutélaires comme Federer, puis après Wawrinka. Wawrinka a déjà vécu pendant longtemps dans l'ombre de Federer. Il a explosé un peu sur le tard, hein, mais ça n'a pas dû être facile. D'ailleurs, il le dit, hein, il le dit que c'était galère. Et à la fois, c'était inspirant parce que voilà, il avait Dieu devant lui. Donc, s'il y a Dieu qui nous inspire, c'est pas mal. Après Dieu est assez encombrant aussi, hein, il peut faire pas mal d'ombre. Et alors, Gilles Gagné vient après les deux là. Donc, l'ombre est encore plus obscure, disons, hein, ouais. C'est plus compliqué pour lui. Donc, il y a ces deux choses. Il y a effectivement, moi quand je réfléchissais à écrire un roman de sport, euh, donc voilà, le tennis est venu assez rapidement parce que c'est un de mes sports préférés. Après, je me disais, bah, tennisman en Suisse, effectivement, on a vécu une période incroyable, l'âge d'or avec Federer, Wawrinka, il y a eu Martina Hingis, il y a eu Marc Rosset, etc. Donc c'est une génération incroyable. Et puis, moi, j'avais aussi un petit peu en tête de faire un roman, d'écorner un peu le rêve suisse, comme certains écornent le rêve américain. Voilà. Et puis, le rêve suisse, bah, pour toute la génération là, c'était devenir Federer. Les jeunes, c'était devenir Federer. Donc voilà, moi, j'ai pris un anti-Federer, un anti-héros. Mais effectivement, c'est à la fois pour gagner, c'est à la fois inspirant. D'ailleurs, Federer lui a dit, hein, il lui a dit tu seras dans les 20 meilleurs quand il a commencé sa carrière, quand il était junior. Federer l'a vu jouer, il a dit tu seras dans les 20 meilleurs, toi. Et c'est Les pour 20 ça meilleurs du d'ailleurs monde. qu'il y croit encore. Et il y croit encore, mais donc Federer lui a rendu un mauvais service parce que du coup, bah voilà, il a poursuivi cette quête totalement insensée, impossible. Mais comme Federer lui a dit qu'il serait dans les 20 meilleurs, il y va. Et donc ça lui a donné cette inspiration. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué toute cette génération là. Voilà, ils ont mis la barre tellement haut que c'est impossible. Je plains les juniors actuellement et les jeunes parce que ils sont tout le temps comparés à Federer et Wawrinka. Et ils n'arriveront pas, enfin, même si un décroche un tournoi du Grand Chelem, dit ah ouais, c'est incroyable, mais bon, il en faut encore 20 pour arriver au score de Federer. Donc, Mm. voilà. Alors, notre Gilles Gagné, donc c'est quand même un battant, hein, il fait beaucoup d'auto-persuasion, voilà, qui va réussir. Et malgré tout ça, il y a quand même pas mal de moments de déprime, notamment à la fin du Golden Month. Et puis, du coup, quand il est déprimé, il converse avec ChatGPT. Alors, ça nous fait souvent très, très rigoler ces dialogues. Comment vous les avez construits, ces moments avec ChatGPT? Vous les avez réellement testés sur l'intelligence artificielle? Oui, oui, alors ça, c'est vraiment. Moi, je posais les questions à ChatGPT et j'ai repris tel quel, hein. J'ai quasiment rien changé. Parce que L'intelligence artificielle, elle ne connaît pas Gilles Gagné. non, elle ne connaît pas Gilles Gagné, mais voilà, je lui ai expliqué que Gilles Gagné était un sportif voilà, de moyenne zone, voire. Et voilà. Et non, ce qui m'intéressait en fait dans ce dialogue, c'est que enfin, Gilles Gagné n'a pas de coach. Parce qu'avoir un coach, c'est cher. Gilles Gagné n'a pas un rond, donc il n'a pas de coach. Et bah, tout sportif a quand même besoin d'avoir voilà, une écoute, d'avoir une personne qui lui donne des conseils. Donc, ChatGPT est gratuit, donc Gilles Gagné s'épanche avec ChatGPT. ChatGPT pourra bientôt être un coach. Ouais, c'est ça. Bah, c'est aussi un peu effrayant hein, ce qu'on voit, mais moi là c'était plus le côté absurde parce que maintenant beaucoup de gens s'en réfèrent à ChatGPT pour tout et n'importe quoi. Puis ça m'amusait, c'était le côté un peu absurde qui arrive souvent dans mes romans. Il y a une petite bascule absurde. Puis la bascule absurde, c'est que c'est le type qui prend ChatGPT comme coach et qui lui demande comment je vais gagner, comment je vais devenir Federer, quoi. Puis après, il y a ChatGPT, il dit ouais, bon, bah, tu es le 400e Travailler. mondial, il faut du boulot, il faut améliorer ton coup droit, ton revers, ton service, ton endurance. En gros, il faut tout améliorer. Et puis, il n'est pas très optimiste, ChatGPT. Non, Et donc, l'autre roi du noir, et c'est un cercle vicieux. Et voilà, c'est un peu absurde, mais ça m'a fait rire, quoi. À la fin de ce Golden Month, donc il va
qui ne se déroule pas très, très bien. À un moment donné, Gilles Gagné pense à arrêter le tennis professionnel. Et ça m'a fait penser justement que pour tous ces joueurs un peu de seconde zone, l'après-tennis doit être très, très difficile. C'est quoi un peu leur perspective? Oui, bon, en général, ils restent dans le milieu, ils sont coach de tennis, ou ils restent dans le milieu sportif. Bon, certains font une reconversion totalement dans le milieu bancaire, assurance, on a vu d'autres trajectoires. Mais oui, alors Gilles Gagné, lui, il est dans le déni, clairement. Donc lui l'après-tennis, il a pas. Il se dit, ah, j'ai encore 10 ans devant moi, parce que Federer, il a fini à 40 ans, Wawrinka aussi, Nadal, il a jamais été meilleur qu'à 36 ans. Voilà. Lui, ses références, c'est ça. Donc lui, il est un peu dans le déni, et puis il dit, je vais réaliser le rêve que je m'étais fixé, je serai dans les 20 meilleurs du monde dans 5 ans. Il a 30 ans quand même. Il est 380e. Donc pas gagné. Bonne chance, Gilles. Alors, je vais vous poser encore quelques petites questions sur cette deuxième partie, mais on ne va pas pouvoir rentrer trop en détail dans la deuxième partie parce que pour les personnes qui n'auraient pas lu le livre, ce serait un peu dommage. Mais effectivement, donc à ce moment du livre, Gilles est déprimé. Il craint justement de ne plus pouvoir jouer au tennis jusqu'au jour où il reçoit une proposition très surprenante qui vient d'un certain Jean-Alexandre Lombard. En quelques mots, qui est-il ce Jean-Alexandre Lombard? Alors, bon, c'est un mécène qui croit en Gilles Gagné. Voilà, ça peut arriver. Gilles Gagné, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon quand il reçoit cette proposition, mais c'est une offre qui peut totalement changer sa vie. C'est une sorte voilà, d'euro-million, voilà, un truc incroyable, parce que Gilles Gagné a quand même arrive à un moment où il se dit, bon, mon crowdfunding n'a pas du tout fonctionné, j'ai récolté que 3000 francs alors que j'en attendais 50 000 pour financer sa saison. Et là, quand même, Gilles Gagné se dit, bon, là, peut-être faudrait que j'abandonne. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce mystérieux mécène qui va lui faire une proposition totalement folle, quoi. Mhm. Et voilà. Et après, bah, le roman va s'emballer un petit peu, mais ça, je vais pas, effectivement. Effectivement. Mais disons quand même que ce Lombard a quand même soif d'un tennis un petit peu moins propre, un peu plus violent. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'aujourd'hui, le tennis est devenu un peu trop lisse? Ouais, et globalement, un peu tous les sports, je trouve ça un peu trop policé, un peu trop aseptisé. Bah, les joueurs, maintenant, ils ont des conseillers en communication derrière. Enfin, chaque joueur, il y a un conseiller en communication. Ça fait que les interviews sont quand même assez insipides, quoi. Alors qu'à l'époque de McEnroe, c'était haut en couleur quand on revoit ça. Et vous regrettez Et- un petit peu cette Ouais, période? ouais, parce qu'on finalement, c'est difficile de s'attacher à ces sportifs. Ils se ressemblent un peu tous, et leur personnalité est un peu lisse comme ça. C'est pour ça que quand il y a des joueurs qui détonnent un petit peu, moi, voilà, ça m'attire, parce que voilà, il y en a qui sont pas totalement dans le cadre. Et puis Gilles Gagné, lui, il est pas du tout dans le cadre. Mais lui, il n'a pas forcément les moyens non plus de l'ouvrir, parce qu'il se prend encore des amendes. Il se prend 5000 francs d'amende alors qu'il n'a pas un rond, et puis parce qu'il insulte des arbitres. Donc voilà, lui, c'est compliqué, hein, ouais, c'est très compliqué. On n'en a pas encore vraiment parlé, mais vous l'avez d'ailleurs, cher public, entendu dans les extraits. Votre roman est drôle. Comment est-ce qu'on fait pour faire rire les gens? Comment est-ce que vous pratiquez cette écriture? Vous testez sur des gens autour de vous? Non, mais je pratique un peu le gueuloir de Flaubert, c'est-à-dire je lis à voix haute mon texte. Mais oui, pour revenir à votre question de base, oui, faire rire, c'est difficile. Mais voilà, on croit qu'effectivement c'est juste des bêtises, mais moi voilà, c'est des phrases que je fais, je ponds, je polisse, etc., pour arriver à donner l'effet souhaité. Et écrire de l'humour, c'est un travail de précision, c'est une mécanique de précision. Donc, et c'est quelque chose d'assez sérieux, hein. On croit que on se marre. Faut pas m'imaginer en train de rire aux éclats en écrivant ça. Donc il y a vraiment du travail. C'est un travail, et ouais, et c'est assez fragile l'humour en littérature. D'ailleurs, il y a assez peu de choses assez peu de livres Effectivement. drôles, quoi. Et vous le testez pas donc sur des premières lecteurs-lectrices? Oui, oui, alors je teste. J'ai quand même mes lecteurs, et puis s'ils me mettent un petit smiley en marge, je sais que c'est gagné. C'est le cas de le dire. Super, ouais, ouais, effectivement. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à ces quelques questions, Philippe Lamont. Alors bon, moi j'en ai toujours plein d'autres, mais on va laisser la parole au public pour quelques questions si elles sont là. Comme vous le savez, il ne faut pas hésiter à se lancer. Les auteurs et les autrices répondent toujours avec plaisir. Alors, qui se lance pour la première question?
Toujours difficile, hein. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Hashtag. Pardon. N'ayez pas peur. Ah, une dame devant, merci. Attendez, on vous amène un micro, madame. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez envoyé votre livre à Federer et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Non, mais c'est vrai que j'avais hésité, mais j'ai googlisé, c'est très compliqué à trouver. Alors, il a une résidence à Dubaï, il en a une. C'est difficile de retrouver parce qu'il a beaucoup de maisons un peu autour autour du globe. Mais oui, ça m'intéresserait effectivement de lui envoyer. Et puis à Vavrinka aussi, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais ça pourra, peut-être ça se fera. Mais j'ai branché mes éditeurs là-dessus et ils cherchent. C'est difficile à remonter jusqu'au maître, quoi. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc, Si vous avez un contact. ouais, volontiers, volontiers. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Je me demande ce qu'il en penserait, ouais, en effet. Je crois qu'il a assez d'humour, donc ça pourrait passer, ouais. Sous son. Ouais. Merci, madame, pour cette question très, très intéressante. Une autre question? Alors, n'hésitez pas si jamais à relever la main. Ah oui, monsieur, une question devant. On vous amène un micro. Merci pour cette présentation. Écoutez, moi, ce qui me posait une question et que j'aimerais bien avoir votre réponse, est-ce que le tennis est resté occidentalisé ou est-ce que maintenant le tennis vraiment devient mondialisé? Parce que on parle de McEnroe, on parle de Roger Federer, on parle de... Est-ce que ça évolue ou c'est encore un peu coincé dans le monde occidental? Je pense que ça reste un sport quand même de pays riches, hein. Il y a peu d'Africains qui pratiquent le tennis. Ça reste quand même plutôt européen. Les 10 meilleurs du monde sont quand même 9 ou 8 sont européens ou américains. Enfin, donc non, je pense que ça a pas beaucoup bougé en 30-40 ans, hein. Ouais, je pense qu'il y a l'accès c'est plus facile pour des jeunes de pays sous-développés ou autres de faire du foot. C'est compliqué, c'est un sport plus riche, plus cher, je veux dire. Donc, Mais le sport, c'est beaucoup plus popularisé quand même oui, depuis alors 40 ans. Ça c'est vrai, ça s'est quand même beaucoup démocratisé, etc. Mais la représentation géographique reste plus ou moins la même, hein, depuis 40 ans. Mais oui, ça s'est quand même démocratisé je pense depuis l'époque des années 70-80. Là, il y a pas mal de jeunes qui ont vu aussi, qui sont identifiés à toute cette génération qui ont pas mal fait pour démocratiser le tennis. Mais oui, ça reste quand même un sport de pays riches, je dirais. Ouais. Donc ça se compare avec le golf, en fait. Oh, De ce point de vue-là, c'est aussi une question d'argent. oui. Alors oui, il y a ça. Ouais, il y a ça. Je pense qu'il y a une histoire de classe. Ouais, ouais. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous trottent en tête? Alors moi, j'avais encore une question qui sort un peu du tennis, mais qui reste en lien avec votre livre. Votre héros est lausannois. Il y a souvent quand même des petits Lausanne en toile de fond. C'était important aussi pour vous de le placer à Lausanne, ou ça vous est venu naturellement? Oui, parce que bon, c'est ma ville maintenant d'adoption, hein. Je suis depuis 25 ans. Moi, maintenant, j'habite à Pries, mais j'ai j'ai vécu longtemps à Lausanne depuis mes études quand je suis arrivé en 98, donc ça fait plus de 25 ans. Ouais, disons, c'était un peu, c'est les images. Un écrivain, disons, il a besoin de couleurs, il a besoin d'odeurs, il a besoin d'images. Et puis, c'est un peu la bande son et puis le film que j'ai en permanence. C'est voilà, cette belle ville de Lausanne, sous le stratus actuellement. Voilà. Et puis une autre question, vous avez tenu à faire de votre héros un gaucher. Les gauchers sont meilleurs au tennis? C'est qui les meilleurs gauchers au tennis? Alors, bon, il y a eu Nadal, il y avait McEnroe essentiellement, mais ils ont effectivement un petit avantage, notamment pour le service extérieur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un petit avantage pour le service de gaucher notamment. Et puis, bon, il y a aussi cette croyance qui dit que on a eu des gauchers un peu géniaux, volcaniques, les McEnroe et tout ça, qui rendent en fait le jeu un peu moins prévisible. Vous vous souvenez de Federer, les problèmes qu'il a eu avec Nadal, quand tous les droitiers les explosaient, mais contre Nadal, ça a été un problème quasiment insoluble jusqu'à la fin de sa carrière.
Pourquoi? Parce que voilà, c'était différent. Il le pilonnait sur son coup droit, etc. Donc, sur son revers plutôt, avec son grand coup droit, Nadal. Donc voilà, ça rend le jeu aussi plus intéressant. Parfois, quand il y a un gaucher, j'aime bien voir des jeux de gaucher. Ouais. Et pour ma dernière Mais bon, question, pardon. malheureusement, Gilles Gagné est gaucher, mais ça ne lui donne pas Non, forcément un avantage. non, en effet, il est Je assez, devais, je il est devais- je assez devais la- gauche. je devais rajouter. Voilà. Je suis d'accord. Ma dernière question concerne le titre de ce roman. Est-ce que c'était un titre de travail? C'est le titre de vos éditeurs? Vous le vouliez ainsi? Non, alors bah, j'ai la chance, mes éditeurs ne me censurent pas mes titres. Tous mes titres ont passé. Non, celui-là, c'était clairement un titre un peu ironique, hein, parce que je ne vais pas non plus gâcher la fin de ceux qui l'ont pas lu, mais il y a après un match au sommet entre Gilles Gagné et un contradicteur, un outsider. Et voilà, je le dis, c'est le match du siècle, comme un Borg McEnroe, un Federer Nadal, mais voilà, une sorte de match du siècle du pauvre, quoi, quand même. Mais voilà, c'était un peu ironique, ouais. Merci beaucoup, Philippe Merci. Lamont, pour cet entretien. Merci, vous pouvez Merci. l'applaudir. Pour continuer à célébrer la littérature de Suisse romande, lisez, votez et abonnez-vous.